On repart donc, emploi, formation, assurance chômage, et formidable sujet de toute façon présidentiel. Mais Bertrand, comme tu es là et que expert de l'assurance chômage, il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup d'autoproclamés, mais voilà. Donc, le gouvernement a l'air déterminé à la mettre en place, cette réforme. Juste un petit truc avec les chiffres quand même, parce que je parle sous ton contrôle. Au max, vraiment, en régime de croisière, si tout fonctionne, c'est 2,3 milliards d'économies par an, cette réforme de l'assurance chômage. La dette de l'UNEDIC sera de 70 milliards d'euros à la fin 2022. Moi, de trait. Épaisseur de trait. Voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que ça va pas être simple. C'est-à-dire que on va avoir le réveil forcément de l'opposition syndicale sur ces questions-là. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, le gouvernement a l'air, depuis le début, de ne pas trembler sur le sujet. Ouais. Donc, il y a une grande probabilité que la réforme se fasse donc, au 1er octobre. Après l'avoir reculé de plus de 6 mois pour des raisons assez évidentes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand le gouvernement dit que ce n'est pas une réforme qui est faite pour faire des économies, une réforme de type comptable, il a raison en fait. C'est-à-dire que c'est une réforme qui, on pourrait en reparler, est censée jouer sur les incitations. Et c'est ça le fond d'une réforme de l'assurance chômage, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une réforme de l'assurance chômage, sauf si on est devant le FMI, on est dans le cas de la Grèce, on n'arrive pas à rembourser sa dette. Voilà, ou du Royaume-Uni. Ou du Royaume-Uni 76-77. Exactement. Voilà. Alors, le sujet n'est pas comptable, donc il faut pas se laisser paramètres. Alors attends. Donc 6 mois au lieu de 4 pour avoir droit à des indemnisations, 6 mois de travail au lieu de 4. Voilà. Très forte dégressivité pour les hauts revenus. Oui, mais qui est une mesure plutôt, quasiment symbolique, qui rapporte rien. Qui rapporte rien. On est en termes d'économie. C'est une citation. Moi, c'est une erreur. Et nouveau calcul du salaire journalier référence. Qui est la plus grosse, avec le passage à 6 mois, qui est la vraie modification importante parce qu'elle va entraîner des baisses substantielle de l'allocation chômage pour plusieurs centaines de milliers de chômeurs. Alors, pas pour le chômeur actuel, puisque c'est une réforme qui se fait en flux, comme on dit, évidemment. Ouais. On ne va pas baisser une allocation comme ça de quelqu'un. Mais ça, c'est la réforme. Mais pour ceux qui commenceront à cotiser à partir du 1er octobre, qui rentreront, qui rentreront dans le système à partir du 1er octobre. Bon, donc, c'est une réforme qui est importante, de grande ampleur, qui vise à modifier les comportements. Et si elle produit peu d'économies, c'est pas forcément le sujet. Quant au niveau de la dette, oui, 70 milliards, très impressionnant. Enfin, par rapport à l'ensemble de la dette des finances publiques, voilà. On est d'accord. Pas sujet. Voilà, donc, je pense que le problème de l'assurance chômage, il faut le prendre par... La question, c'est quelles sont les bonnes incitations? Est-ce qu'elle fournit les bonnes incitations sur le marché du travail? C'est pas avant tout, il faut la faire rentrer dans ta réponse, c'est oui, elle fournit les bonnes incitations? Avec cette réforme, on a fait un grand pas, à mon avis, vers une assurance chômage plutôt bien faite, effectivement. Bien faite, parce qu'elle évite en fait le piège du chômage longue durée. Et c'est quoi, c'est 2 millions de personnes aujourd'hui? Intermittent, oui, à peu près. Voilà. Intermittent, c'est-à-dire le chômage... par roulement. Le chômage par roulement en multipliant les CDD, l'intérim. Mais ça, l'intermittent, ça pèse sur les comptes. Mais ça reste des actifs, en fait, qui choisissent de temps en temps d'être payés par l'État et de temps en temps d'être payés par une entreprise. Oui, mais ils produisent quand même quand ils sont payés par une entreprise. Enfin... Voilà. Non, on peut pas. Le problème. Mais t'as raison, c'est une très bonne réponse. Non, mais la différence, je suis moi-même trop. Moi, je pense que la raison pour laquelle cette réforme est très importante, et on le voit actuellement, c'est que c'est quand même assez stupéfiant que la plus grande difficulté des employeurs aujourd'hui, ce soit d'embaucher. C'est quand même une réalité tangible. C'est une réalité tout secteur confondu. Donc que le système fasse cohabiter 3 millions de chômeurs d'un côté et des centaines de milliers d'emplois non pourvus de l'autre, c'est qu'il y a un problème systémique qu'il faut corriger d'urgence. Alors, c'est pas nouveau. Par faire des économies aussi. C'est pas nouveau, c'est-à-dire que tu citais le chiffre de 45% de projets de recrutement qui sont difficiles, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aboutir, mais qui sont jugés difficiles. Avant la crise en 2019 et puis jusqu'au début 2020,
bien, à une enquête annuelle qui est faite par Pôle emploi sur ces difficultés de recrutement, on était à peu près à 40%. Oui. Voilà. Donc là, on a l'économie qui repart comme un ressort. Alors le ressort se tend, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais l'économie est tendue comme un ressort, rebondit comme un ressort. Donc la reprise est tellement violente que effectivement les entreprises butent sur des difficultés de recrutement encore plus qu'avant, mais enfin elles étaient déjà colossales avant. Oui. C'est un problème vraiment structurel. Mais attends, juste, je veux, pour bien... parce que moi aussi, évidemment, j'apprends en vous écoutant et en t'écoutant. En fait, le sujet, et c'est sans doute, Denis, le sujet de tous les sujets, c'est augmenter la quantité de travail réalisé dans notre pays. C'est ça le sujet. Ça fait partie des grands sujets macro, évidemment. Et là, ça contribue à résoudre tous les déficits. Et pour ça, on a un taux d'activité qui est parmi les plus élevés du monde, donc c'est pas un sujet d'activité, c'est un sujet, de chômage, et évidemment, de durée du travail au cours de la vie, c'est-à-dire évidemment les retraites. C'est les deux gros sujets importants. Démarrer plus tôt grâce à l'apprentissage et terminer plus tard en réformant les retraites. Voilà, exactement. Bon. On a un taux d'activité quand même qui était à 66%, donc l'Allemagne est à 76%. Enfin, il y a quand même un vrai sujet. Oui, c'est le sujet déjà. Non, je parlais des 25-50. Oui, non, non, taux d'emploi. Le taux d'emploi. Taux d'emploi, c'est-à-dire que taux d'emploi, 66% d'un côté, 76% d'un autre. Oui, c'est ça. Voilà. Le sujet, c'est le taux d'emploi. Mais on a, c'est toujours le fameux, la très forte activité des 25. Effectivement, on a un problème de taux d'emploi. Disons que les taux d'activité, notamment sur les âges 25-55, est extrêmement élevé. Et notamment chez les femmes, plus que dans d'autres pays. Donc on n'a plus énormément de marge de manœuvre sur le taux d'activité lui-même. On a une marge de manœuvre, sur le chômage, c'est-à-dire sur l'emploi, le taux d'emploi. Et on a notamment donc les jeunes et puis les seniors aussi. Et puis on a une marge de manœuvre, évidemment, sur la durée de vie active, puisque les personnes, en moyenne en France, ont 5 ans de plus de durée de retraite que chez nos voisins. Ça aussi d'ailleurs, c'est pour moi pour tout le monde d'ailleurs, un des chiffres de la rentrée, et il est tout récent, de la mi-août, donc sur 19-30 ans, c'est ça, oui, sur les 19-30 ans, c'est 12% de la classe d'âge. Enfin, 12% de ces 19-30 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, ni en rien du tout. Bien sûr. Ce qui est un drame. C'est un drame. C'est la conséquence, Stéphane, c'est la conséquence d'une éducation nationale qui est en faillite quand même, je suis désolé, et d'une formation professionnelle qui ne fait pas ce qu'il faut non plus. C'est ça, formation professionnelle. Bien sûr, c'est les deux. Et il y a d'autres sujets, il y a la mobilité géographique qui est un sujet aussi, mais le problème principal, c'est ça. Effectivement, je rejoins ce que disait Léonidas, on a 6 millions de chômeurs, 2 millions de personnes au RSA, et on a des pénuries d'emploi. On n'arrive pas à recruter les gens dont on a besoin. Ce qui est juste fou. Et effectivement, c'est tout ce qu'on a dit. C'est un système d'assurance chômage qui n'incite pas suffisamment rapidement à reprendre un travail. C'est la mobilité géographique, mais c'est aussi et surtout la formation première et la formation professionnelle qui ne sont pas au niveau. Et donc, quand je parle, moi, de réforme de l'État, je parle de ça, bien sûr. Je ne parle pas que d'efficacité de la dépense publique. Au passage, dont les Français ne parlent pas dans ces termes-là, ils parlent de bureaucratie. Les Français, ils ne veulent plus de la bureaucratie. Et la bureaucratie, ça se traduit effectivement par l'inefficacité, par des coûts exorbitants. Mais c'est de ça dont je parle quand je parle de réformer l'État. C'est de faire en sorte que l'éducation soit au niveau, que, en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que non seulement on est derrière l'Albanie, je termine quand même, mais on a aussi le système le plus injuste des pays développés. C'est ce que pointe PISA régulièrement, en disant que notre système préserve les inégalités sociales. Et celui qui reproduit le plus les inégalités sociales. Enfin, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'un point de vue social, évidemment. C'est scandaleux même d'un point de vue de logique pure. On recrute aujourd'hui l'élite dans une toute petite partie de la population. Vous connaissez l'histoire des 200 maternelles. Je ne vais pas passer... 180 alors, je le dis, c'était une phrase d'Attali que j'ai jamais pu vérifier d'ailleurs. 180 maternelles dans les promotions de Polytechnique depuis... vous retrouvez les 180 mêmes maternelles depuis 40 ans. Non, juste un truc. C'est pas 6 millions de chômeurs. Là aussi, on va donner les vrais chiffres. C'est 2,8 millions. Ah bah oui, mais quand même. Voilà. 2,8 millions au sens du Bureau international du travail. D'accord. Mais si on rajoute les 2 millions de halo autour du chômage, on est pas loin de 5. Bon, 6 sans doute pas, mais 5. Oui. Voilà. Et il y a un autre sujet d'ailleurs sur ce... C'est-à-dire ceux qui ne cherchent pas d'emploi, c'est ça? Oui, ils sont même sortis de la population active, mais c'est pas pour autant... mais en même temps, ils devraient travailler en principe. Voilà. Alors qu'effectivement, chômeurs au sens du BIT, vous cherchez et vous êtes immédiatement disponible pour un temps plein. Voilà, et sur cette population, en tout cas sur la partie longue durée, parce qu'effectivement après c'est effectivement il y a un décompte effectivement en fonction des catégories, mais les chômeurs de longue durée, une chose aussi qui manque, moi que j'ai vu fonctionner par exemple en Belgique flamande, c'est qu'au bout d'un certain temps,
vous avez l'obligation de suivre une formation sur un métier en tension. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore aujourd'hui en France. On cherche actuellement 10 000 plombiers, 10 000 électriciens, 10 000 jardiniers, 10 000 pâtissiers. C'est à peu près toujours ce niveau-là. Et on n'oblige pas aujourd'hui des gens qui sont pas loin effectivement qui sont au chômage depuis très longtemps à suivre des formations sur des métiers en tension. Mais Denis, c'est des choses aussi simples que ça. Ça veut dire que C'est tu embauches, puisque c'est l'un des sujets de la rentrée, tu embauches 3000 personnes à peu près à Pôle emploi pour suivre l'ensemble de ces gens et l'ensemble de ces dispositifs. Je ne fais pas ça avec Pôle emploi. Ça va être le sujet. Non mais Stéphane, alors je rejoins Léonidas, je ne fais pas ça avec Pôle emploi. Mais je fais ça avec des agences privées, c'est ce qu'ont fait les Anglais il y a très longtemps. Je fais ça avec des agences privées en DSP, en délégation de service public, avec des Des tech pour apprendre à être plombier, mais il va falloir les faire. Mais non, mais c'est le sujet. Non, c'est pour sortir de l'incantation. À un moment, Stéphane, pardon. Il faut qu'on mette bout à bout les dizaines de boîtes en France qui sont capables de répondre à ce problème. Les réponses, on les a. On n'a pas besoin de réformer l'État pour attendre que l'État soit prêt. On a les solutions. Il n'y a pas un domaine dans lequel on n'est pas. Il faut que l'État soit d'accord. Oui, mais on a les solutions, mais il faut que l'État soit d'accord. S'il n'est pas d'accord pour te confier l'émission de Pôle emploi, tu ne le feras pas. C'est quand même plus facile de demander à l'État s'il est d'accord ou pas quand on lui présente les solutions. Ah bah bien sûr. Que d'attendre que l'État aille les chercher. Non mais surtout quand il cherche pas. Inversons les choses. Surtout quand il cherche pas. Donc inversons les choses et montrons ce que le privé est capable de faire. C'est extraordinaire. Les outils que nous avons en France. Et c'est ça, Denis, qui fait qu'on veut que notre pays aille mieux. C'est qu'on sait ce qu'il y a dans les tripes de notre pays et on sait ce qu'il y a comme solution. Le revenu d'engagement. Parlons de choses concrètes. Parce que ce qui va être sur la table là, ça s'appelle revenu d'engagement. Pour les jeunes. Voilà, revenu d'engagement pour les jeunes. Donc, 500 € par mois, avec en face une formation. Coût budgétaire, 2,5 milliards d'euros à peu près, c'est ce que dit Bercy. Parce que quand même, tu dois un petit peu contrôler ce qui est fait. Et donc, tu dois embaucher des gars pour contrôler ce qui est fait. Non mais le contrôle, il peut être fait par des gens qui sont en délégation de service public, avec des objectifs de qualité, avec des... Tu prends Bureau Veritas ou des consultants dont c'est le métier. Il y en a en matière de ressources humaines qui savent faire beaucoup de choses, à condition de leur donner des objectifs précis, de les évaluer. Pour moi, l'État, effectivement, doit sortir d'une logique où il exécute tout lui-même. L'État, il doit fixer... Il doit fixer des objectifs, il doit les contrôler, il doit fixer la stratégie, la vision. Il est le garant de tout ça. Et l'exécution opérationnelle doit être confiée le plus possible à des tiers, associations, entreprises. C'est un modèle qui existe déjà. D'ailleurs, je suis pas en train de. Il y a déjà des tas de domaines dans lesquels ça marche. Sur ce sujet particulier, là aussi, ce n'est pas forcément qu'une question d'argent. Mais la question, là, je pense que je rejoindrai Denis Père. C'est la question de savoir quels vont être les opérateurs qui vont être là-dessus, quelle marge de manœuvre ils vont avoir, ou si tout est décidé par une circulaire qui fera 80 pages et qui dira précisément quel est le parcours du jeune, les étapes de contrôle, etc. J'ai peur qu'on soit dans la deuxième élection avec le monopole des missions locales, par exemple. Bon, alors que d'autres opérateurs... Explique, mission locale, c'est quoi mission locale, ce sont environ 500 associations pilotées par des collectivités locales qui ont pour mission l'accompagnement de retour à l'emploi et la formation des jeunes. Et dont on a déjà vu... Attends, moi ça m'intéresse. Moi je vais être concret. Alors, Bertrand, des organismes de formation, des boîtes qui proposent des formations, qui sont labellisées, il y en a des milliers. Bien sûr, elles sont des pas toutes milliers. Forcément très bien. Et exactement, comment tu tries le bon grain de livret ? Moi, j'ai regardé de près ce qui concerne la formation au code, le numérique et toutes ces choses-là. Donc, tu as un label Grande École du Numérique, qui est un label d'État. Pardon, il est bien foutu. Les gars font bien leur travail. Mais j'y vais avec confiance. Il en existe. Mais donc t'es bien obligé. Il y a un réseau de certifiés de ça. Il y a un réseau des écoles. Bien sûr, ça c'est le boulot de l'État, bien entendu. Les écoles de la deuxième chance sont labellisées. C'est très important, Stéphane. Personne n'a jamais dit. On dit quoi ? On dit que l'État inutile affaiblit l'État nécessaire. Mais on dit bien qu'il y a un État nécessaire. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'un garant. Et que l'État soit un garant, c'est bien, mais il n'a pas à tout gérer. Et de ce point de vue-là, qu'il aille sélectionner ou regarder des offres privées et dire ça rentre dans les clous, ça rentre pas dans les clous, mais tant mieux que l'État soit là pour le faire. Et ça, on en a besoin. Mais ce qui est effectivement véritablement
plombant pour le pays, c'est quand l'État va effectivement pondre des circulaires, va confier à des agents publics le soin de tout faire, et qu'on va rentrer dans une usine à gaz absolument épouvantable. Mais mettons sur la table... Juste un exemple dans ce domaine-là, sur le décrochage scolaire, qui est un vrai sujet en France. Il y a 150 000 jeunes qui sortent chaque année, effectivement, sans diplôme, sans formation, etc. Bon, il y a des gens qui ont essayé. Il y a une association, qui en particulier, il y en a plusieurs, qui sont montés pour essayer d'aider ces jeunes. Alors, c'est des patrons qui ont fait ça, d'ailleurs. Ils leur trouvent un job en entreprise. Vas-y, il faut la citer. Ils les coachent. Moi, j'en connais plein. Oui, enfin, j'ai plusieurs noms en tête. Je vais pas faire la pub d'une par rapport à d'autres, mais en général, le modèle est à peu près toujours le même. Il y a un coach à l'école et un coach en entreprise qui est nommé, et ensuite ils accompagnent le jeune, et ils ont 60% en général de taux de réussite. C'est absolument remarquable. Sauf qu'à un moment donné, l'État a dit « Ah, ça marche formidable, je vais le faire moi-même. » Voilà. Et l'État n'y arrive pas. C'est fascinant. C'est fascinant, mais c'est ce vrai côté que je veux tout faire moi-même. Ça ne marche pas, c'est ça le problème de fond. Et tant que vous n'avez pas quelqu'un à la tête de l'État qui a ses convictions chevillées au corps et qui n'est pas un énarque, excusez-moi, je sais que vous êtes énarque, mais un technocrate. Parce que, non, mais il y a par ailleurs, non, mais il y a par ailleurs des gens. Non, mais heureusement, la plupart sont remarquables d'ailleurs. Mais sauf qu'à la tête de l'État aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut. Il faut quelqu'un qui est convaincu que c'est un autre modèle qu'il faut mettre en place, un modèle où on s'appuie beaucoup plus sur la société civile, des associations, des entreprises, et que l'État arrête de chercher à tout faire lui-même. Et c'est ça... Il ne l'est pas, Macron, d'ailleurs. Il a raté, lui, c'est ça? Non, mais... Non, il est là. Inspecteur des finances. Ah oui, qu'est-ce qu'il a raté? Ah, c'est normal su. Oui, normal su. Non, mais juste parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que Macron est arrivé porté par cette dynamique entrepreneuriale, il faut quand même lui reconnaître ça. Il a parlé de Saturn Mission, il était CS de Las Vegas, tout ça. Mais dès qu'il est rentré à la tête de l'État, il n'a jamais créé une vraie dès start-up. qu'il est rentré à la tête de l'État... Ça s'appelle En Marche, il a plus de pouvoir. Sauf que... Pardon, vas-y, Léonid. À la tête de l'État... En Marche, ça fait quoi aujourd'hui dans les dernières élections, ça fait quoi? Comme souvent les startups. Ah bah non, pas toutes, heureusement. Il y a un appareil d'État, il y a une superstructure étatique qui récupère tout, même lorsque les décisions sont prises, elles sont bloquées par les rouages administratifs. C'est là où ça pose un problème, et même vis-à-vis de la question de savoir est-ce que ça serait mieux décentralisé. Il y a tellement de choses qui dysfonctionnent de manière décentralisée qu'on ne va pas se dire c'est la décentralisation qui marche. Après, on pourrait dire qu'il faut écarter l'administration, mais il y a des administrations qui fonctionnent très bien et qui sont extraordinaires. Donc, il n'y a pas une seule révolution à faire. C'est pour ça que je pense que ce qui nous manque considérablement, c'est d'avoir musclé cette capacité de la nation à offrir des réponses aux besoins d'intérêt général en alternative à l'État, qui effectivement revendique à longueur de journée d'avoir le monopole. Ça n'avancera pas malheureusement. C'est là qu'il faut une forme de travail, 1 million d'entreprises chaque année. Enfin, c'est extraordinaire, 1 million d'entreprises chaque année. Et ça craque de partout. Ils sont obligés. Mais ça craque de partout. On est à 11% du PIB. L'industrie pèse 11% du PIB. Et les régions industrielles se révoltent, n'en peuvent plus. Et on ne fait rien. Et tant qu'on ne baissera pas la dépense publique et donc les prélèvements, on verra l'industrie disparaître, fondre dans notre pays. Et ça, c'est un problème qu'on ne résoudra pas en créant des startups. C'est très bien, je suis le premier convaincu qu'il faut en créer, mais c'est pas, on va pas les créer à Hénin Beaumont. Non, c'est pas ça. Et c'est pas ça qui va donner des emplois à Hénin Beaumont. Je suis désolé. Donc, le sujet pour créer des emplois industriels, c'est commencer par baisser les prélèvements. C'est tout. Aujourd'hui, l'ensemble de l'ex-taxe professionnelle qui touche les entreprises aujourd'hui, on est sur... l'État va les baisser de 10 milliards, il faut les baisser... l'ensemble des impôts de production, voilà. CFE, etc. Il y en a 12. On est aujourd'hui, on va les baisser de 10 milliards. Il faut les baisser de 30 ou 40 milliards, sinon on ne fera pas revenir d'emplois industriels en France. C'est un sujet absolument majeur. Pas revenir d'emplois industriels en les baissant de 30 à 40 milliards, c'est-à-dire que le mal est beaucoup plus profond. Non, mais il n'y a pas que ça, Stéphane. Mais il faut aussi les formations. Pas les compétences. Mais oui, il faut aussi les formations, bien sûr. Non, mais c'est tout. Oui, mais tant qu'on ne parle pas de ça, et aujourd'hui on ne parle pas de ça, qui parle de ça? Qui fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils vont faire pour baisser? Comment ils vont faire pour baisser? Émission spéciale industrie le 14 septembre, les amis. Comment ils vont faire pour baisser les impôts de production de 40 milliards, là, l'équipe actuelle? Les impôts, ils les ont baissés jusque-là uniquement par l'endettement. Ils n'ont fait aucun effort sur l'efficacité de la dépense publique. Aucun. Ils ont endetté le pays. C'est tout. Donc, tant qu'on a une équipe qui n'a pas cette préoccupation comme focus absolu, on ne va pas recréer d'emplois à Hénin Beaumont. Mais j'aime bien ce débat, moi. C'est un vrai débat, mais c'est un débat. Et le débat, l'action individuelle est-ce que oui ou non, on a le rapport de force face à l'État qui permet tous les jours, sans attendre l'échéance... Mais c'est pas le rapport de force face à l'État. C'est pas face à l'État qui s'est cogné Emmanuel Macron. Non, c'est face à l'ensemble de ceux qui vivent aujourd'hui.
Mais d'ailleurs... de ce système en faillite. Mais tu sais, lorsqu'il a fallu généraliser les vaccins, la première chose qui est arrivée sur le bureau de l'Élysée, c'était les 43 pages de protocole de consentement éclairé qui ne permettaient pas, entre le moment où on faisait la démarche et le moment où on était vacciné, de le faire à moins de 3 semaines. L'appareil d'État produit ça. Et il s'avère, et c'est la réaction des antivax, qu'il y a toute une frange de la population qui réclame que les choses ne se fassent pas autrement. On a une sorte de consensus national qu'il va falloir faire bouger. Et il me semble que tous les jours, les Français doivent pouvoir se dire, avant de demander à l'État qu'est-ce qu'il peut faire, je vais demander aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter comme Tant qu'on a à la solution. tête de l'État un pur produit de la technostructure, tout ça ne changera pas malheureusement. Je ne crois pas qu'à la tête de l'État, on ait eu un faut une pur produit de la impulsion. technique. Bon les Mais amis, il y a juste une alors parce impulsion, que là on l'a bien dit, on l'a bien dit. On l'a dit. C'est toujours Et la le moment technostructure est difficile. il nous capable reste- d'avaler... d'avaler Denis Père. Ah bah oui. Non, d'avaler Emmanuel Macron. Malheureusement oui, c'est-à-dire. Et Dieu sait que sans mais moi, doute, si, il faut peut-être, des mâchoires colossales pour avaler Denis Père. Mais j'ai peur que. Mais si j'y vais, je me battrai, en tout Il cas, faut je peux augmenter vous les dire. salaires. Il a raison, Bruno Le Maire, de dire à un moment, là, les gars, on vous a gorgé de pognon, il faut en rendre un petit peu. Peut-être qu'il y a un problème à regarder sur le salaire, le salaire réel et le salaire qui reste dans les poches. Ah, toi, alors c'est comme c'est ce que dit Pécresse, c'est-à-dire le sujet, c'est le salaire net. Je pense que là, il y a un cœur de sujet à donc, regarder on revient, de très près. ouais. Et on revient toujours au même sujet. en tous les cas, nous sommes collectivement, je pense, tous mouvements patronaux confondus, tout à fait prêts à regarder ce sujet. Je pense que c'est un sujet réel. Déjà, c'est un sujet de pédagogie que tous les Français devraient avoir sur leur fiche de paye, la réalité de ce qui touche. Et de C'est ce qu'on le est cas, ça. retenu. Oui, Le enfin, seul truc bon. qui restera de François Hollande, c'est peut-être la feuille de paix simplifiée. Même si derrière, elle s'est un tout petit peu recomplexifiée, mais là, c'est le cas. Mais en tous les cas, là, il y a un sujet de marge de manœuvre, je pense, très important. Alors, sur les salaires, quand même, si vous regardez la dernière note de conjoncture de l'INSEE, on s'aperçoit que le salaire moyen par tête va non seulement revenir, va dépasser son niveau de 2019, en fait, il va rejoindre en fin d'année, normalement, la tendance. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas eu de pandémie. Ouais. C'est-à-dire qu'il aurait progressé de plus de 3% depuis 2019. Alors, Et ça, on le paye 450 milliards, c'est-à-dire l'ensemble de l'endettement supplémentaire voilà. durant cette Donc, voilà. je suis... Heureusement qu'il y en a un donc, petit peu qui va. Donc, si vous voulez, malheureusement, quand on regarde les chiffres, on n'a pas l'impression qu'on a un problème de retard particulier par rapport au salaire. Et en fait, toute l'intervention publique qui a eu lieu a eu aussi pour conséquence que les salaires se tiennent et continuent d'ailleurs de progresser. Donc voilà. Y compris parce qu'il n'y a pas une trappe autour du SMIC du fait On de n'a pas- l'ensemble des alors, allègements. on n'a pas de... On a montré la semaine dernière là, non. un graphe assez effrayant et que tu as peut-être vu d'ailleurs qui a beaucoup circulé sur Twitter. Alors le gars, encore une fois, prend l'extrême, c'est-à-dire un SMIC, un patron qui voudrait augmenter un SMICard de 300 €, ça lui en coûterait 1500. Oui. Ça lui coûterait 1500 € de l'augmenter de 300 et lui, sur ces 300, on n'en aurait Oui, que alors, 96, je crois, à l'arrivée. c'est Ah, spectaculaire. formidable. Voilà, Oui, on revoit le... Spectaculaire. On revoit le- Alors, très spectaculaire. Mais attention, c'est un extrême. Hein, Oui, alors... Non, mais- parce que alors, personne n'augmente un SMICard de oui, 300 €. c'est un- Voilà. Mais d'accord, on Mais est le là. calcul, ah ben, Non, mais c'est un vrai sujet, mais enfin, ces dernières années, on ne constate pas de tassement particulier des salaires au voisinage Autour du SMIC, Non, d'accord. non, Non, mais donc c'est cet très effet bien. existe, bien entendu, mais il ne se traduit pas véritablement dans les chiffres. Et encore une fois, au niveau agrégé, les salaires se tiennent très très bien. Hein, on s'est fait la plus grande récession depuis plusieurs décennies et les salaires ont continué à Et progresser. pourquoi est-ce que la Et prime patron et pas la prime Macron, parce que c'est une idée des patrons, et pourquoi est-ce que la prime patron a si bien fonctionné? C'est que ce que l'on donnait a été reçu à 100%, et là, il y a quelque chose qui se rétablit, qui est très important, et voilà, il faut essayer de rétablir dans l'ensemble de la fiche de paye. Tu sais, ça c'est cette phrase merveilleuse de Jean-Marc Daniel, l'exil fiscal intérieur. C'est-à-dire que tu es obligé de trouver des solutions Totalement. illégales. Parce que quand même, en tout cas, tu n'as pas de charge dessus, etc. Mais ça a là, été la première réaction de Bercy. pour sortir du truc. Avant que, exil fiscal non mais c'est intérieur. intéressant, avant que l'Élysée ne récupère le projet pour dire si vous allez l'autoriser, la première réaction de Bercy, c'était vous n'y pensez pas, parce que justement, ça Eh ben, y serait a une pas de manière de charge. frauder les charges qui seraient dues. Ben oui. Donc vous faites échapper de l'argent dû, et donc on vous empêchera de le C'était faire. aussi les heures supplémentaires défiscalisées. C'était aussi l'exil fiscal intérieur. Organisé par l'État lui-même, tellement il est perdu dans son truc. Et c'est ça le problème, c'est que c'est devenu tellement complexe que tout le monde s'y perd. Hein. Sur le poids des charges, effectivement, le salaire net, il est médiocre, je veux dire, on le sait très bien.
Mais le Un vrai coût sujet. global, il est colossal, effectivement. Et sur des activités de main-d'œuvre, comme l'agriculture, par exemple, il y avait un article passionnant dans l'Opinion il n'y a pas très longtemps qui expliquait qu'on était en train de perdre notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on importait aujourd'hui plus de fruits et légumes qu'on en exportait. Et il donnait des chiffres très précis. Et donc, activité de main-d'œuvre, incapacité de se différencier, il n'y a pas de notion de marque, de choses comme ça. Donc, concurrence frontale directe. Donc, ça fait très, très mal. Par rapport à l'Allemagne, on est 22% plus cher. Par rapport à l'Espagne, on est 35% plus cher. Par rapport aux Pays-Bas, les Pays-Bas, ce n'est pas un enfer social. Et c'est un pays qui manque de terre, qui est obligé de les conquérir sur la mer, de créer des pôles d'air. On est 42% plus cher. C'est juste démentiel. Donc, nos ouvriers agricoles sont payés 3 fois rien, mais parce que l'État prélève effectivement, même sur des bas salaires, des niveaux de charges qui sont encore considérables, on est 42% plus cher que les Pays-Bas. Alors, attention, parce que les Pays-Bas, en fait, c'est de la transformation. C'est une activité agricole, mais en fait, c'est une activité industrielle. C'est de la transformation. Oui, et donc tu as une valeur ajoutée bien supérieure. Qu'est-ce qu'on attend pour faire Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, à 100%. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose? Le coût du travail au niveau des bas salaires, maintenant, il est quand même, il s'est quand même réduit considérablement avec les allégements de charges. Le problème, il est plutôt au niveau du coût médian ou du coût des cadres, éventuellement. Sur les emplois agricoles, mais au niveau du SMIC, des écarts, tu peux aller plus loin. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de notre balance agroalimentaire qui est aujourd'hui déficitaire. Quand tu disais tout à l'heure, tu comparais aux années 80, le TGV, la carte à puce, le Minitel. Le Minitel, c'était quand même un truc incroyable. Bien sûr. Notre puissance agricole aussi. Ça Mais bien sûr. Balance la puissance agricole déficitaire. Bien sûr. Donc vous êtes là à dire mais Macron c'est formidable. Enfin, il a rien changé à tout ça. Macron est formidable. Il a changé à tout ça. Il est formidable à certains égards, mais il n'a pas changé tout ça. Comme le dit Bertrand, si tu as 2 gars qui soulèvent les montagnes et qui se sont heurtés. Alors c'est vrai aussi, il y a un choc de crise sans précédent. Il a eu On peut espérer que Denis Baird, futur président... Il a eu 3 ans de quinquennat utile. Macron. Bah oui. Ouais. Enfin, il avait laissé tomber sa réforme de l'État avant la pandémie. Juillet 2019, Gérald Darmanin, ministre du Budget, annonce qu'il laisse tomber les 120 000 postes. Et c'est passé comme une lettre à la poste, personne n'a rien dit. Face aux gilets jaunes. Face aux gilets jaunes, face à je sais pas quoi, il y a toujours une bonne raison. Mais alors que c'était justement face aux gilets jaunes qu'il fallait faire cet effort-là, parce que les gilets jaunes, c'est ce qu'ils demandaient. Les premiers, ils disaient où va l'argent? Où va l'argent? J'ai jamais bien compris exactement quelle était la demande des gilets jaunes. Les premiers, ils demandaient à ce qu'on les taxe, qu'on arrête, qu'on les taxe. Oui, ou en même temps, totalement légitime. ils voulaient que l'on reconnaît totalement autour de cette table, c'est qu'on puisse vivre de son travail, ce qui est quand même pas mal. Oui, aussi, exactement. Non, mais attendez, les gars, vous n'allez pas vous mettre à. Enfin, c'était surtout n'importe quoi, et ça partait dans tous les sens. Une bande de factieux. La première réaction, c'était une réaction à la taxe carbone. Oui, d'accord. C'était une réaction à la taxe carbone. Qui avait été. À ce truc qui n'en avait aucun. Non, je vous parle du début. La première réaction, c'était d'ailleurs souvent des femmes très sincères qui souvent travaillaient effectivement et n'arrivaient pas à boucler les fins de mois et qui disaient à la fin du mois j'y arrivais pas et vous me prélevez en plus sur mon diesel quelques centimes et vous allez m'en prendre davantage, j'en peux plus, où va l'argent? C'était ça les premiers gilets. Et donc là, il est compréhensible. Bien sûr. Après, et c'est aussi une des difficultés, lorsqu'on commence à contester toutes les structures, et notamment étatiques et sociales, après, il y a plein de choses qui vont derrière, et ce qui vient derrière est un remugle qui est parfois bien sûr, comme les anti-vax. Et dernière question, puisque celle-là aussi, elle va venir. On s'arrête là, c'est pas un plan de relance supplémentaire, un nouveau plan de relance. Les Américains font 2 fois plus que nous. Non, mais on va faire notre plan, ils peuvent imprimer la planche à billets. On s'arrête, c'est la phrase de Roux de Bézieux, là on n'est pas devenu entrepreneur pour vivre des aides d'État. Exactement, il était excellent Geoffroy là-dessus, bien sûr. Et ça a été une réflexion extraordinaire où tous les problèmes du pays ont été abordés. Et je suis tellement fier, je pense qu'on peut l'être ensemble, que ce soit vraiment tous les patrons français, tous les entrepreneurs qui parlent de tous les sujets, des sujets internationaux, des sujets de francophonie, des sujets sociaux. Toutes les problématiques du pays étaient abordées en 48 heures à la REF. C'était exceptionnel. La REF, c'est le rassemblement des entrepreneurs de France. Les anciennes universités d'été du MEDEF. Les sujets du commerce mondial déséquilibré et sans éthique aussi, dont on a absolument. Beaucoup parlé. Pardon, Denis. Absolument tous les Même sujets. Même si mon temps de parole était un peu limité, mais j'ai quand même pu en parler. Tous les sujets sociétaux, mondiaux, dans tous les registres ont été abordés. Les patrons, les entrepreneurs, ils investissent dans leur pays. Tout ce qui concerne leur pays les intéresse. C'est probablement le dernier endroit où on peut parler de tous les sujets d'intérêt général, encore bien plus que dans la politique. En fait, juste puisqu'il reste 2 minutes, un petit effet d'annonce, enfin j'espère qu'on va réussir à monter ça, mais c'est un sujet que j'ai en tête pour une thématique très importante, c'est-à-dire l'entreprise doit aujourd'hui s'emparer de tous les sujets de société finalement. À un moment, elle a pu penser, je pensais d'ailleurs, pouvoir laisser à la porte de l'entreprise un certain nombre de choses autour de la laïcité, autour de la santé, autour de choses comme ça, qui ne regardaient pas le travail, la famille, etc. Et tu te rends compte, notamment avec le télétravail,
télétravail, enfin bref, Tout. que ça y est, l'entreprise en tout cas doit avoir... Il n'y a pas Un de point de vue. monopole Voilà, je d'État sur l'intérêt général. Non, Tous mais les sujets doivent être je parlais abordés de la par société l'entreprise. civile, tu comprends, Mais sans forcément... tous les sujets. Et c'est une grande différence d'ailleurs par rapport au libéralisme que développait Benjamin Constant. Dans La liberté des modernes comparée à la liberté des anciens, il dit on donne à l'État ce qui concerne l'intérêt général et nous on s'occupe de notre intérêt privé. Ça, c'est un capitalisme d'avant-hier. Celui d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'occupe de tout et on doit s'occuper de tout. Et pardon, Denis, il ne faut pas que l'on laisse entendre allez. que l'État aurait le monopole de l'intérêt général. C'est à sûr. nous Denis, de bien nous sûr. occuper de l'intérêt Totalement général d'accord. et que l'État l'État nous laisse faire, voilà, en fait. reste à sa place, on s'occupera de tout et il y aura bien assez pour lui ensuite. Bon courage. Hein. Merci Stéphane, merci. Non, parce que beaucoup. cette formule, je fais partie de ceux qui la rejettent. Mais là, pour le coup, j'en peux plus qu'on nous dise bon courage. Enfin, Ah oui, tous c'était les Philippe matins. Locke qui en avait écrit un bouquin, c'était Oui, formidable. oui, c'est vrai. Arrêtons de dire bon courage. Non, la vie est belle, quoi. Enfin, allons-y. Voilà. Mais là, Merci. là, c'est quand même bon courage. Ouais. Vraiment. Je vous Parce que raconterai ça va plus être tard. chaud. Je vous hein. raconterai plus Bon, tard. les amis, on se retrouve très bientôt. Merci. Et puis, Merci. on continue nos débats. Tiens, demain, on fera justement un petit peu d'international sur Bismart. On ira parler, tiens, notamment de ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Très intéressant, le retour du SPD. Je ne sais pas si ça va aller dans le sens que tu souhaites, Denis. À demain, les amis. C'est l'Allemagne. Hein.